Cela fait une semaine que le jeune Naël, 17 ans, a été exécuté par un policier qui a tiré à bout portant à la suite d'un contrôle routier. Mais plus personne ne parle de cet acte criminel dont s'est pourtant rendu coupable un individu dépositaire de l'autorité publique. Et pour cause, les politiques et leurs relais médiatiques ont désigné d'autres coupables, les émeutiers. Les révoltes populaires qui ont suivi la mort de Naël sont comme venues au secours d'une police gangrénée par la violence et le racisme qui n'a plus à répondre de ses actes. Car débattre de la problématique des violences policières dans les quartiers populaires, c'est questionner la responsabilité de l'État. Et ça, l'État s'y refuse. Alors on nous abreuve d'images d'émeutes, de pillages et de guérillas urbaines auxquelles prend part une jeunesse insubordonnée, racisée et qui plongerait le pays dans le chaos. Qui est responsable de cette violence ? Vous serez tenté de répondre que c'est le policier qui a appuyé sur la gâchette. Eh bien non, ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours, selon Emmanuel Macron, tandis que les parents ne remplissent pas leur rôle. Je finirai mon propos en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en œuvre ce que la loi prévoit. À la désenfantilisation et diabolisation des jeunes des quartiers populaires s'ajoute la criminalisation de leurs parents qui encourront 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. En revanche, et comme je l'ai dit hier, tous ceux qui sont en charge d'assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de 2 façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs, et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à quelques heures, au fond, de la réception de cette circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13, 14 ans, ils encourent 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. C'est par la culpabilisation, la fermeté, l'ordre et la répression que la Macronie et les gouvernements avant lui règlent la question des inégalités, du désœuvrement, de la précarité, de la marginalisation, de la déscolarisation, du chômage, du racisme, des discriminations à l'embauche et au logement qui plongent les quartiers populaires dans le désespoir et la révolte. La violence ne règle jamais rien. Rien ne peut justifier la violence. Ils s'en sont pris à leurs écoles, à leurs gymnases. Surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles. Face aux violences des dernières semaines, nous y répondrons en étant fermes. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée. Et je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. Remercier et apporter le soutien de la nation à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers. Aux maires et aux élus, aux associations. Remercier aussi avec eux les élus et les associations. Les familles doivent prendre toutes leurs responsabilités. En appelant tous les parents à la responsabilité. À la fuite et l'analyse superficielle, on a envie de poser les vraies questions. Pourquoi le scénario de déclenchement des révoltes dans les banlieues françaises est-il toujours la mort d'un jeune de cité entre les mains de la police ? Pourquoi les jeunes des quartiers populaires ont peur et s'enfuient quand ils voient la police ? Pourquoi ces adolescents et jeunes majeurs brûlent-ils leurs écoles, leurs commerces, leurs gymnases, en somme leur lieu de vie ? Pourquoi en viennent-ils à faire du mal,
à se faire du mal et à détruire ce qu'ils aiment? Pourquoi ces jeunes issus de l'immigration postcoloniale finissent par s'auto-saboter? Et au-delà des inégalités, est-ce que cette violence d'aujourd'hui est liée à la violence de la colonisation d'hier? Ces questions, on a choisi de les poser à Malika Mansouri. Elle est psychologue, psychanalyste, professeure des universités et auteure de Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, un ouvrage tiré de sa thèse qui donne la parole à ceux qui ne parlent pas ou peu, les enfants révoltés. Bonjour Malika. Bonjour. C'est un honneur de te recevoir aux médias. J'ai lu et relu ton ouvrage pour lequel tu as été récompensée par le prix de la recherche du monde en sciences humaines en 2012. Et c'est toujours avec la même subjugation. Tu nous offres des clés indispensables à la compréhension des causes profondes et les mécanismes de la violence que nous donnent à voir ces révoltes dans les quartiers populaires. Ça fait une semaine que l'on voit des scènes d'affrontements entre la police et les jeunes, des départs d'incendies et des pillages suite à la mort de Naël. Alors à première vue, il s'agit d'actes de vandalisme et qui pénalisent en premier lieu les habitants des quartiers populaires, comme le rappelle le maire de Trappes, Ali Rabeh, dans cette vidéo. Et vous savez ce qu'ils disent les jeunes, justement, la fameuse phrase qui me laisse sans voix, c'est « vous, on vous écoute pas ». Quand on brûle, on s'intéresse à nous, on parle de nous à la télé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si vous avez la réponse, accompagnez-moi et on va répondre à ces jeunes. Oui, on parle d'eux et on leur répond et à leurs représentants que sont les associations, les élus, etc. quand ça brûle. Mais invitez-nous quand ça brûle pas. On attend que ça. Et des solutions, on en a. Le sujet, c'est les ghettos de pauvres. On va se le dire simplement. Alors oui, on peut mettre des milliards. On peut rénover la façade, mettre un coup de peinture, on le fait tous. Mais pourquoi les pauvres restent entre eux? Parce que les riches restent entre eux. C'est l'égoïsme des riches qui restent dans leur ville barricadée. Vous croyez que ça brûle en ce moment à Neuilly? Non, ça brûle à Trappes. C'est la double peine. Il y a eu des incendies à Issy-les-Moulineaux, il y a eu des incendies à Boulogne, et c'est pour ça que ça s'agite. Paris, dans le cœur de Paris. Et c'est pour ça que le réflexe de l'ordre, justement, s'agite. Mais vous vous rendez compte? Il y a des jeunes qui commencent à comprendre cela. Et qui commencent à dire il faut aller brûler dans les lieux de pouvoir. Dans les villes où ça... Mais nous, on subit la double peine. Les principales victimes des émeutes en cours que nous voulons à tout prix éteindre, ce sont les habitants de ces quartiers populaires qui se prennent la double peine. La ségrégation sociale, la ségrégation scolaire, l'échec scolaire et aujourd'hui, leurs voitures qui brûlent et qui les empêchent d'aller au boulot. Et on va dire que c'est la faute des mamans qui ne vont pas chercher leurs enfants à minuit à l'extérieur. On peut dire ça, ça nous fait du bien, mais ça réglera rien. Alors Malika, c'est effectivement la double peine pour les habitants des banlieues françaises et c'est aussi l'incompréhension. Pourquoi s'en prendre à son propre quartier? Pourquoi les jeunes incendient leur lieu de vie pour protester contre la mort de Naël? D'abord, je voudrais commencer par dire toute la tristesse que ça suscite en moi. Cette tristesse qui est liée au contexte, bien sûr, mais aussi au fait de savoir que des productions de savoir, justement, ont été fournies au fil des années et que rien de tout ça n'a pu servir à prévenir ce bis repetita. Voilà. Pour répondre à la question que dire, je ne peux dire que ce que je sais de ce que eux m'ont appris, ces jeunes que j'ai rencontrés dans le cadre de cette recherche. Et ce qu'ils me disaient, c'est on n'en peut plus, mais on ne sait pas contre qui ou contre quoi s'en prendre. Donc la première chose qui est là, c'est ça qui va brûler. Certains culpabilisaient après coup d'avoir brûlé la voiture du voisin, par exemple. Mais la plupart disent n'en plus pouvoir et ne pas savoir contre qui ou contre quoi agir. Comment agir pour que les choses changent pour eux dans les quartiers populaires? Est-ce qu'ils sont chez eux, dans ces espaces? Ils sont locataires. Mais ces espaces ont la particularité pour eux d'être vécus autrement que ce que l'on peut percevoir de l'extérieur, là où la vie est plus ouatée, j'ai envie de dire, plus paisible. Pour eux, il est un fait certain, c'est que ces lieux sont des lieux qui ont été conçus en marge de la République. Des lieux un peu comme une verrue sur la nation, des lieux en marge de la République où leurs parents ont été jetés par l'histoire dans les cités,
des cités qu'ils vivent, eux, comme des prisons à ciel ouvert. Alors, est-ce qu'ils ne tenteraient pas de s'en échapper, de ces prisons à ciel ouvert qui ne disent pas leur nom? En tout cas, eux ont qualifié ça en ces termes-là. Donc ils brûlent ces endroits pour se débarrasser de ces quartiers qui sont invivables. Ça voudrait dire ça symboliquement? Ils ne brûlent pas ces quartiers parce qu'ils sont devenus invivables. Comment dire, la perspective d'un avenir autre, meilleur, la possibilité d'anticiper une vie autre que celle à laquelle ils sont réduits, et à la limite, encore plus qu'eux-mêmes, ce sont justement leurs parents qui y seraient réduits. On peut bien dire tout ce qu'on veut à des enfants, parce que, on peut le rappeler, ce sont des enfants, pour la majorité, qui agissent là. On peut bien dire ce que l'on veut à des enfants, mais un enfant, c'est d'abord sur la base de ce qu'il voit quotidiennement qu'il va se construire. Un parent qui dit à son enfant « ne fume pas, c'est pas bien », mais alors même que le parent est fumeur, ça ne prendra pas. Hein, donc ce ne sont pas que des paroles, mais des agirs, des constructions et des représentations, mais ça on y reviendra peut-être. En tout cas, dans cet espace de vie, ce qui est encore plus insupportable que leur propre vie, c'est celle d'avoir sous les yeux quotidiennement des parents réduits à une vie misérable et parfois de survie. Alors on a vu des jeunes piller leur commerce de proximité, ce qui a fait réagir la députée Sandrine Rousseau qui a déclaré « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, pas juste sécuritairement ». Alors bien évidemment, elle a été la cible d'attaques odieuses sur les réseaux sociaux, mais quand même, est-ce qu'on peut poser la question de savoir si véritablement, en 2023, dans ces banlieues, la précarité et la faim peuvent expliquer le pillage de ces commerces? Oui, bien sûr qu'elle a raison. Mais ça va plus loin encore. Symboliquement, ces supermarchés ne sont pas n'importe quel supermarché. Ce sont les lieux où leurs parents, là encore, vont faire les courses. Aldi, franchement. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont faire leurs courses chez Aldi. Les autres aussi peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc, ça n'est pas n'importe quel type de commerce. Et ce sont des commerces d'alimentation, pas seulement des commerces avec des grandes marques, etc. Ils vont prendre de la nourriture. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est important, c'est que si on veut véritablement tenter de comprendre ce qui se passe pour ces jeunesses, j'ai envie de dire, c'est qu'ils n'ont peut-être pas les mots pour dire ou pas d'interlocuteur pour entendre, parce que, comme on le dirait dans mon jargon, ces agirs montrent bien qu'ils sont en quête d'un autre enfin en capacité d'y entendre quelque chose de leur souffrance et des souffrances au fil des générations qui vont en crescendo et qui trouvent une réponse en crescendo aussi. Ces enfants disent « on va voler de la nourriture ». Ça a l'air ridicule comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Sinon de mettre en scène finalement via le corps, et ça c'est le propre de l'adolescence, d'être dans le pulsionnel, d'être dans l'agir. Donc dans leurs agirs, ils vont mettre le feu, brûler et voler dans des boutiques d'alimentation low cost. Ils disent quoi? Ils disent que c'est ce à quoi eux sont réduits aussi. Donc précarité, oui, précarité pour leurs parents, précarité pour eux-mêmes, mais une précarité qui se trouve à la limite, comment dire, d'un impossible à dépasser. C'est-à-dire que, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, parce que ces enfants sont potentiellement, pour les plus jeunes, les enfants de ceux qui étaient dans les émeutes de 2005, potentiellement, ils peuvent être leurs parents aujourd'hui, pour les plus jeunes. Ils n'étaient pas nés à ce moment-là. Donc, comment il y a comme une continuité de ce que eux appellent la misère, justement. Ça, on le retrouve dans mon texte. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prononce ces mots, j'utilise leurs mots. Ils disent « nos parents sont dans la misère. Ils vivent la misère. Nous, on nous fait la misère, nous tous. » Donc, comment s'extraire, comment s'expulser de cette espèce de catégorie de misérables? C'est impossible au vu du régime économique dans lequel vivent et survivent parfois leurs parents. Et alors pourquoi ça va être la mort d'un jeune de cité qui va déclencher ces révoltes, cette rage
et cette colère, parce que cette misère-là, ils la connaissent, comme tu le rappelais, leurs parents ont connu cette misère, ces jeunes la connaissent également. Qu'est-ce qui explique que ce soit, une fois de plus, la mort d'un jeune qui va faire exploser cette révolte? La mort d'un jeune est souvent le facteur déclenchant. Ça n'est pas peu. Plusieurs choses. La première, c'est que, je le disais il y a quelques instants, ce sont des adolescents. Les adolescents sont pris dans un processus, quitter le monde de l'enfance pour devenir un adulte. Quand on ne peut pas anticiper une perspective d'avenir, c'est compliqué. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, je le disais tout à l'heure, ils se vivent comme étant parqués en marge de la République, avec une difficulté majeure pour s'en extirper. Et il est vrai que c'est une espèce de magma où s'extraire de là pour une trajectoire de réussite, c'est extrêmement compliqué, quoi qu'on veuille en penser. Et donc, ces gamins, pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir des adultes, ils ont, comme tous les adolescents du monde, besoin de support d'identification. On a tous besoin de support d'identification, et notamment à l'adolescence. C'est extrêmement important, ça. Sauf que lorsqu'on se vit comme des êtres, comme le dirait Cherki, inclus à exclure en permanence. C'est-à-dire qu'on nous dit égalité citoyenne, ok, mais eux le voient bien qu'ils ne sont pas à égalité avec la majorité. Ils le savent. Donc, parce que ce ne sont pas des idiots, ils voient les différences. Et du coup, pouvoir prélever des supports d'identification positive dans le collectif, c'est impossible. Très souvent, comme support d'identification, ils n'ont que ceux qui sont à proximité, et on a des morts trop régulières dans les quartiers populaires. Alors, la première des identifications pour eux, c'est celui qui est mort. Ce n'est même pas celui qui est mort, c'est encore plus complexe que ça. C'est le mort. Ce n'est pas l'être qui vivait et qui est devenu le mort qui a été tué. C'est moi, je suis ce potentiel mort. Mon petit frère est ce potentiel mort. C'est Naël qui est mort là. Hier, c'était Zied et Bouna. Mais en réalité, et ils le disent très, très justement, de manière extrêmement fine, dans leur discours, lorsqu'on prend le temps de leur donner la parole, ils disent, mais enfin, ce n'est pas que Naël qui est mort. C'est un peu moi aussi. Mais c'est surtout moi qui vis dans le risque de mourir quotidiennement. Parce que ce risque est là. Il est là quotidiennement. Alors, l'enjeu majeur ici, c'est ça. C'est l'identification aux morts. Ils s'identifient aux morts, et donc ils sont des êtres humains en sursis, d'une certaine manière. Alors, ces jeunes s'identifient facilement à Naël, et à qui ils identifient la police. Ces jeunes ont peur quand ils voient la police, et d'ailleurs même le jeune homme qui était dans la voiture avec Naël a livré sa version des faits. Il dit quelque chose qui est saisissant, où j'ai pris la fuite parce que moi-même j'ai eu peur de mourir, alors qu'il venait juste de perdre son ami. Pourquoi les jeunes ont peur quand ils voient la police, et pourquoi ils partent, pourquoi ils fuient? Pour cette raison, c'est-à-dire que on se pose souvent la question, et beaucoup disent on ne comprend pas, la police elle-même ne comprend pas. Pourtant c'est si simple. Les enfants grandissent dans les quartiers populaires avec cette peur de la police. Ils ont une peur indescriptible de ce que cette police ne serait pas là pour les protéger, pas du tout. Elle protège le reste des gens dans le pays, mais pour eux, c'est autre chose. Les modalités relationnelles qui s'établissent d'emblée, de manière imaginaire, mais qui s'appuient sur des réalités passées. C'est-à-dire que sur un plan imaginaire, non, pas que, puisqu'il y a des événements comme pour Zied et Bouna et là pour Naël, il y a des événements qui trop régulièrement surviennent et qu'on appelle des bavures, etc. Donc ils sont confrontés à une police qui peut tuer, disent-ils, en toute impunité. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que leur parole face à celle d'un représentant de l'État ne tiendra pas, qu'ils n'auront pas la possibilité d'ailleurs de faire porter cette voix, cet autre discours. Ça change un peu, là on donne quand même la parole aux jeunes concernés, mais là,
on a quelque chose de très important qui est une police contemporaine qui fait peur aux enfants des quartiers populaires, qui voit bien que ce qui se passe dans la réalité autour d'une mort n'est jamais véritablement dite, qu'ils ont le pouvoir de se protéger, étant eux-mêmes part de l'État d'une certaine manière. D'ailleurs, ils décrivent ça très bien, hein, que au fond, l'État, c'est la police pour eux dans le rapport de proximité des quartiers populaires. L'État est trop éloigné. À qui s'adresser? Le policier fait figure de représentation de l'État. Ça, c'est la première chose. Mais le rapport à la police, c'est aussi un héritage. En France métropolitaine, on a des tas d'histoires. Malikou Sekine, hein, c'est, voilà. En 83, la marche pour l'égalité, qu'on appelle communément la marche des beurs. Il faudrait que, là aussi, on déconstruise les représentations. Mais c'était aussi ça. Et dans les années 80, il y a eu de nombreuses pertes dans les quartiers populaires. Et si on remonte encore un peu plus loin, on a effectivement toute l'histoire, l'arriéré, l'histoire collective qui est le passé de la France avec ses territoires de l'Empire. Comment on pouvait y mourir, comment on pouvait y disparaître, comment on pouvait être réduit et ne pas pouvoir se protéger, se défendre. Durant la guerre d'Algérie, par exemple, avant même l'armée, c'est la police qui tenait les camps, ce qu'on appelle les camps de regroupement. Bon, c'est un nom qu'on a trouvé celui-là, pour dire des camps où on parquait les gens pour qu'ils n'aident pas les indépendantistes, mais où on mourait de faim quotidiennement. Les enfants mouraient. D'ailleurs, Rocard avait fait un très beau rapport qui a été longtemps mis sous le tapis, qui est ressorti depuis, qui est intéressant pour raconter ce système-là. Donc ces enfants sont les héritiers de cette histoire. Le rapport à la police, ça n'est pas né d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire qui attrape, qui enferme dans des peurs et des représentations. Mais ça, c'est quelque chose qui se joue de part et d'autre, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire quelle représentation les corporations, les institutions ont-elles de ces enfants-là, issus de ces anciens territoires de l'Empire? On a vu que Éric Zemmour, Ciotti, mais surtout Zemmour, président de Reconquête, hein, est l'un des premiers personnages politiques à plaider pour l'état d'urgence. Et d'ailleurs, hein, d'après une enquête IFOP, Le Figaro, 69% des Français se disent favorables à l'instauration de l'état d'urgence. Il a appelé par ailleurs à une répression féroce contre les auteurs des violences décrites comme les prémices d'une guerre civile, évoquant une guerre ethnique ou raciale. Alors, on se souvient que l'état d'urgence a été instauré en 1955. En pleine guerre d'Algérie. C'est un régime d'exception qui procure des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. Éric Zemmour est lui-même de filiation algérienne, comme le jeune Naël qui a été exécuté. On a encore ce sentiment qu'il y a ce passé qui vient un peu hanter ce présent. Surtout peut-être chez Éric Zemmour. Oui, il y a des conséquences. Une histoire qui a été tue si longtemps, avec toutes les violences liées à cette histoire, ne peut pas rester sans effet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça produit des humains particuliers, chargés d'une histoire personnelle, une trajectoire personnelle, très prise dans l'histoire collective. Chacun, avec sa subjectivité, va réagir. Alors les enfants dans les quartiers populaires vont se vivre effectivement comme des citoyens de seconde zone, parce qu'au fond, encore une fois, cette histoire d'injonction paradoxale, j'étais surprise en arrivant là sur vos plateaux, c'est la rue de l'égalité, la rue de la fraternité, c'est très sympathique et justement ça m'évoquait ça. En fait, ces principes ne sont pas appliqués de la même manière, en tout cas dans le vécu de ces jeunes, du fait de la réalité à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Donc l'histoire vient comme l'histoire qu'ils ne connaissent pas. Hein, malheureusement, ça c'est l'école. On n'en est pas encore à véritablement pouvoir raconter l'histoire de leurs émotions. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est-à-dire qu'on met des grandes dates, on est arrivé, on est reparti, c'est bien, il y a eu la guerre 7 ans, c'est bon. On a fini, on a raconté. Non, les exactions, les viols sur les mères et les grands-mères qui sont tues là-bas comme ici, parce que c'est quelque chose de honteux. D'être né de ces histoires de violence dans la filiation, ça n'est pas sans effet psychique. Donc, aujourd'hui, ces enfants se vivent comme des enfants de seconde zone. Ils vivent aussi dans des quartiers qui leur rappellent que c'est peut-être la vérité, pas seulement une perception, puisque ces lieux vécus
qui sont des lieux de relégation, pas seulement vécus comme, qui sont des lieux de relégation, pas tout le monde a envie d'aller vivre là-bas, hein, franchement. Mais allons-nous... Enfin, il faudrait que tout le monde ait envie d'aller vivre là-bas. Là, on comprendrait qu'il y a un problème chez ces jeunes. Mais eux, ces jeunes et leurs familles sont contraintes de vivre là, n'ont pas le choix. Tous les autres n'en ont pas envie et ont les moyens de faire autrement. Quand on a les moyens de faire autrement, on n'y va pas. Donc, eux vivent ces espaces comme des lieux de relégation. Et ça les renvoie nécessairement à quelque chose d'une réalité dont ils ne maîtrisent rien. Au niveau de la pensée, ça n'est pas élaboré, mais au niveau brut, émotionnel, quasi traumatique, ils le portent en eux. Et c'est comme un miroir qui vient, le passé vient comme un miroir, par son reflet émotionnel, favoriser une traduction des réalités contemporaines, une lecture à l'aune de ce qui s'est passé avant. Et inversement, lire le passé à l'aune des réalités qu'ils vivent ici, et lire le présent à l'aune des réalités de là-bas. Alors la question de Zemmour, elle est prise là-dedans, mais d'une autre place. C'est une autre histoire, c'est une autre trajectoire individuelle. Mais de la même manière, il y a d'ailleurs dans ce que la famille, j'imagine, la famille de M. Zemmour a vécu en Algérie, il y a tout ce qu'il revendique aujourd'hui pour ces enfants dits étrangers ou qui auraient une parentèle étrangère, parce qu'on en parle un peu comme ça fait peur. Hein. C'est-à-dire changer de prénom, par exemple. J'aimerais lui demander, moi, comment s'appelle votre grand-mère en réalité. Il a fallu changer de prénom. Hein. Il a fallu se désinvestir, se défaire de tas de choses. Depuis le décret Crémieux qui donnait voilà. Donc la citoyenneté aux indigènes juifs. Voilà, et donc ça n'est pas simple et ça n'est pas sans effet non plus. C'est-à-dire que ça favorise à un moment donné une construction de soi et particulière, multiple. Hein, pas tout le monde est pris de la même manière par ces histoires. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose, des traumatismes coloniaux, traumatisme colonial, oui, qui affectent énormément de gens. C'est Alice Cherki qui disait, mais près de 80% de la population française est en réalité directement concernée par cette histoire, par exemple, entre les descendants des appelés du contingent, les descendants de Pieds Noirs, les descendants de Harkis, les descendants de colonisés, etc., etc. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde en réalité, de manière directe ou indirecte. Et je pense que là aussi, il y a des effets. Le problème, c'est que nous avons des choses névrotiques dans l'air, avec des gens au pouvoir qui agitent des choses qui ont à voir aussi avec leur propre construction subjective et dont personne n'a conscience dans la très grande majorité. Hein. Donc tu es en train de nous dire que Éric Zemmour est un grand traumatisé, c'est un personnage en extrême souffrance qui a hérité d'une histoire douloureuse. Ce que je dis, c'est que le destin du trauma ne prend pas toujours la même forme. D'accord, ça peut donner des monstres comme Éric Zemmour. Ça ne prend pas toujours la même forme. Ce jeune Naël, franco-algérien qui vit à Nanterre, les soulèvements sont partis de Nanterre. On sait que Nanterre a abrité les plus grands bidonvilles quand les Algériens ont été, pour certains, contraints ou ont vécu l'exil pour aller vers la France. Oui. C'est la symbolique tout autour de ces émeutes, entre guillemets émeutes, hein, ces révoltes. Les objets, les mots choisis, les modalités de traitement de ces phénomènes, etc., tout nous ramène à ce qui a à voir avec cette histoire qui ne passe pas. Même les interlocuteurs qui prennent trop la parole, peut-être, pour encore décrier, fabriquer une immigration potentiellement dangereuse, alors même que la majorité sont français. Ils sont français, qu'on le veuille ou non, ils sont français. C'est dur à dire, hein, ou à penser, je ne sais pas, mais voilà, ce ne sont pas des étrangers. Par contre, ces petits Français-là, qui ressemblent, eux, à ceux qui meurent en Méditerranée et qui entendent inlassablement dans les médias le nombre de morts qui leur ressemblent, mais qui sont traités aussi d'une manière très particulière. La Méditerranée, c'est un vrai cimetière. Qu'est-ce que ça leur renvoie ? Voilà. Puisque s'ils ne peuvent pas s'identifier aux membres du collectif ici, ils vont chercher des supports d'identification ailleurs, et ce sont ceux qui leur ressemblent qui vont devenir ces supports. De même, Nanterre, oui, symboliquement, c'est le lieu où on a cantonné
les Algériens dans des bidonvilles gigantesques, d'où est partie notamment la marche le 17 octobre 61 et qui a vu périr un grand nombre d'Algériens. Donc le rapport à l'histoire, mais le rapport à la mort, ou aux morts, aux mal-morts, ceux qui n'ont jamais été enterrés, ceux qui ont été tués impunément et sur lesquels on a raconté des histoires. Parce que voilà, on meurt, mais en plus on raconte des histoires sur ces morts où on déplace le problème. Hein, là, on déplace le problème, voilà, comme là, la mort de Naël. Ça n'est plus la priorité. La priorité, c'est que... c'est un peu normal, on est à chaud, hein, là, hein, mais on est concentré sur les dégâts produits par ces jeunesses insubordonnées, tu disais, moi je dirais en souffrance, oui. Et qui ne peuvent pas dire je souffre, parce qu'il n'y a même plus les mots pour dire je souffre, ma mère souffre. Nous avons du mal à vivre. Un des jeunes hommes que j'avais rencontré dans le cadre des émeutes de 2005 me disait, dans le rapport à l'école justement, il me disait, je me faisais toujours punir à l'école. Et je lui demande pourquoi. Il me disait, je dormais sur la table. Alors je lui demande, mais pourquoi tu dormais sur la table à l'école? On est là pour travailler. Je provoque un petit peu pour essayer d'en savoir un peu plus. Et il me répond très pudiquement, en baissant la tête, mais c'est dur de dormir le soir quand on n'a pas eu de quoi dîner. Quand on n'a rien à manger, c'est dur de s'endormir. Donc le lendemain matin, j'étais fatiguée. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et ça existe aujourd'hui dans nos quartiers populaires. Alors, quand est-ce qu'on en prend conscience? Il ne s'agit pas de décriminaliser les actes. Ce serait sympa qu'on ne criminalise pas les parents pour autant. Mais quand est-ce qu'on va prendre la mesure réellement de ce que l'on fabrique et au fil des années et sur quoi on ferme les yeux, en fait, qui vient produire ensuite des moments comme cela. Terrible. Malika, j'aimerais t'entendre sur le passage d'un texte qui a été écrit par la sociologue Kawthar Archi, que tu connais bien. Elle l'explique en quelques mots. Avant que Naël ne soit tué, il était tuable. Est-ce que selon toi, sa mort est un crime raciste? Oui, alors communément, on peut dire que la race n'existe plus. La biologie nous l'a démontré, mais effectivement, hein, si les races n'existent pas, le racisme, lui, existe bien. Il est fait de quoi, le racisme? Il est fait de cette distinction, justement, entre moi et l'autre, le différent, celui qui n'a pas les mêmes caractéristiques phénotypiques et qui est réduit à une espèce d'altérité radicale, inassimilable, inintégrable. Ce qu'on leur reproche souvent, il faudrait qu'ils s'intègrent. Hein. Mais eux le disent très justement, ils disent, mais ils ne veulent pas nous intégrer en réalité. Alors, est-ce que c'est ça, le racisme? Est-ce que ces différences phénotypiques, les différences de prénoms, les différences de religion, font que l'autre n'est pas possiblement comme moi, comme l'autre, comme nous tous? Est-ce que c'est du racisme? Oui, on peut parler de racisme. Le racisme est là. Ce n'est pas une affaire étrangère, c'est une affaire bien française qui nous concerne tous. Oui. Oui, il est bon de rappeler qu'un jeune noir ou arabe entraîne un risque 20 fois plus élevé de subir un contrôle de police et que depuis 2017, depuis cette fameuse loi qui assouplit les conditions du recours à une arme dans le cas d'une légitime défense, le nombre de personnes tuées suite à un refus d'obtempérer a été multiplié par 5. En une année, ce sont 13 personnes qui ont été tuées et à cette liste s'ajoute désormais Naël. Alors, on va nous rétorquer, c'est ce qu'on nous rétorque souvent sur les plateaux télé, que la France n'est pas non plus les États-Unis, où le phénomène des violences policières est quand même beaucoup plus grave et structurel. On serait mieux lotis en France. Et pourtant, une vidéo d'une militante Kimberley et qui réagit à l'exécution de George Floyd trouve une certaine forme d'écho chez nous. Je vous propose d'écouter. So when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. There's a social contract that we all have, that if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken.
And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking Football Hall of Fame, about burning a fucking Target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. Malika, tu aimerais peut-être agir à ce qui est dit, à cette question du contrat social qui serait rompu et ce qui expliquerait pourquoi ces jeunes de quartiers aux États-Unis comme ici se sentent dépossédés finalement de leur territoire et de leurs biens. Elle répond un peu à la question de tout à l'heure, hein, cette personne. Son discours est très émouvant, très, très émouvant. Et il met en mots ce feu que les enfants mettent en scène dans la société. Ça rappelle d'ailleurs l'ouvrage de James Baldwin dans les années 60 qui écrivait « La prochaine fois le feu ». Dans les années 60, et ça c'était un noir américain très concerné par les morts de jeunes noirs dans la société américaine, tués par la police. Donc, et la prochaine fois le feu, ça nous raconte quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose d'hier aussi, avec les émeutes de 2005, entre guillemets les émeutes, parce qu'on est d'accord pour parler de révolte, c'est plus juste. Mais ça veut dire que j'ai publié cet ouvrage il y a 10 ans. Cette thèse, c'était il y a 12 ans. Les émeutes de 2005, entre guillemets émeutes, c'était en 2005. 18 ans plus tard, près de 20 ans plus tard, le bouquin de James Baldwin, c'était dans les années 60. Ça fait combien de temps ? Combien de temps encore faudra-t-il pour qu'on entende que ces jeunesses ont besoin d'une reconnaissance, une reconnaissance de leur existence. Parce que c'est ça qui est mis en jeu, en fait, dans leur désespérance. C'est-à-dire, vivre dans les quartiers, être considérés comme des nuisibles qu'on pourrait éradiquer, comme les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque des émeutes de 2005, qui voulait nettoyer la racaille au Karcher. Un des jeunes que j'ai rencontrés disait « Mais enfin, il nous prend pourquoi ?» Ceux que l'on nettoie au Karcher sont des objets, sont des choses. Alors là, on essentialise, on ramène la question ethnique, etc. Non, ce dont il s'agit, c'est surtout une question d'accepter l'altérité comme du même et comme du possible, avec des potentialités, parce qu'il y a de très belles potentialités dans les quartiers populaires, et heureusement. Mais la grande majorité qui est dans une mise en échec par le contexte lui-même de très grande précarité des familles, de très grande précarité du contexte géographique dans lequel ils vivent. C'est quelque chose à quoi il faudrait pouvoir remédier. Il faudrait pouvoir écouter ceux qui pensent, ceux qui écrivent, ceux qui mènent des recherches, écouter pour apprendre, plutôt que de continuer inlassablement à analyser les phénomènes de manière urgente. Moi-même, j'hésitais à parler dans le flot d'émotions que suscite tout ça, parce que effectivement, il faut un peu faire un pas de côté pour pouvoir observer les choses avec moins d'émotion. Mais quand même, ça fait des années que des gens écrivent, des sociologues, des historiens, des écrivains comme Baldwin, qui tentent de faire passer des messages pour que le reste de la société entende le niveau de désespérance. Et le niveau de désespérance, lorsqu'il est acculé, ça c'est Frantz Fanon qui disait ça. Frantz Fanon disait, lorsque l'être humain est acculé, sans plus aucune issue possible, il n'a plus que deux issues. L'être humain en général, c'est soit l'implosion, et là on parle par l'implosion, on parle de quelque chose qui a à voir avec le psychologique, l'implosion ou bien l'explosion. Et ça c'est ce qu'on vient de voir ces derniers jours, encore une fois. Et pourquoi la société refuse d'entendre, Malika, selon toi ? Est-ce qu'elle refuse d'entendre la société, ou est-ce qu'elle n'est pas à même de pouvoir entendre? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les enfants concernés par les agirs dans ces révoltes sont les héritiers d'une histoire de rapports de domination et beaucoup joués par, justement, au fil du temps, les organes de l'État, qu'étaient notamment la police. Ils sont les héritiers d'une histoire d'infériorisation, de réduction de l'être. Mais de l'autre côté, on a aussi un héritage.
un héritage de dominant, un héritage de représentation de l'autre comme, oui, à civiliser. D'ailleurs, le traitement qui est fait aux parents aujourd'hui par cette criminalisation des parents nous ramène encore à cette question-là. Comment ça? Ce serait de mauvais parents qui ne s'occupent pas très bien de leur enfant. Alors, on va les pénaliser, puis peut-être ensuite les rééduquer. Ça, c'est déjà quelque chose qui se propose par ailleurs. Alors, ok, d'un côté comme de l'autre, il y a tout un imaginaire, tout un champ de représentation qui vient comme ça empêcher une rencontre et une construction possible. Ces représentations, c'est l'idée qui a été construite au fil du temps, coloniale et post-coloniale. Quand on réduit l'être, aujourd'hui encore, à parler de ces enfants issus des anciennes colonies françaises comme de Français d'origine étrangère, mais mon Dieu, mais comment ne pas fabriquer de psychopathologie même, j'ai envie de dire? Comment on enjoint, bien sûr, dans le langage commun, dans le langage sociologique, on pourrait dire stigmatisation, etc., etc. Mais moi, je parle depuis ma place de psy. Mais qu'est-ce que ça fait à l'être qui est qualifié de Français d'origine étrangère depuis autant de temps? Mais quand est-ce qu'il va y avoir enfin la possibilité de ne plus ajouter de qualificatif à Français pour désigner une partie de la population? Lorsque l'on dit Français d'origine étrangère, eh bien, on dit quoi? Dans la même phrase, on dit qu'ils sont Français et qu'ils sont étrangers. Et ça évoque ce qu'on appelle le double bind, c'est la double contrainte. Tu es à la fois d'ici, mais tu n'es pas d'ici en permanence. Et ça a des effets. Ça n'est pas sans effet. Ça, c'est pour les jeunes, pour tout le monde, d'ailleurs, qui est concerné par ce... Mais de l'autre côté, s'il y a jamais il y a une frontière entre un eux et un nous qui est très marqué chez les jeunes, justement. Chez ceux qui ne peuvent pas entendre, on peut dire que la même chose existe à l'envers et que il y a une distinction qui s'inscrit justement dans le fait aussi d'un déni de l'histoire. Les mots sont très importants. Les jeunes les entendent. Tous les jeunes entendent. Ils vont en écouter attentivement. Certains, l'un d'entre eux me disait d'ailleurs... je vois bien que tous les soirs, dès qu'on parle de la religion de ces gens, ils ne se nomment pas, je vois bien qu'on nous insulte à la télé. Alors, voilà ce que les jeunes entendent. Et il n'y a pas de possibilité de déconstruire ce qu'ils entendent. Ils l'entendent à l'état brut. Et ça vient comme faire miroir à ce dont ils ont hérité. Pourquoi ils n'ont pas de mots, Il n'y a pas de mots pour traduire cet héritage, parce que ce n'est évidemment pas suffisamment parlé. Si à l'école aujourd'hui on donne des dates concernant l'histoire collective qui les concerne, et j'insiste, l'histoire de France, ce n'est pas l'histoire d'un étranger, d'un ailleurs, c'est bien l'histoire de la France, cette histoire du colonial, du post-colonial, et ces enfants sont pris dans tous ces enjeux. Donc Malika, si on comprend bien, cette violence que donnent à voir en fait finalement ces révoltes, sont très liées aux questions d'inégalité, aux violences policières subies dans les quartiers, aux discriminations, également donc à cette histoire douloureuse dont ces enfants ont hérité, qui est passée donc de génération en génération. On avait le sentiment, en tout cas, on nous a vendu ça comme ça au sein de cette République, que justement c'était l'école qui allait nous aider à nous extraire de notre condition sociale, que cette école qui est un lieu de transmission des savoirs et qui favorise en fait l'égalité des chances aurait dû permettre à ces jeunes à la fois traumatisés et à la fois discriminés de s'en sortir. Et alors on se demande pourquoi ils brûlent leurs propres écoles, qui étaient finalement un moyen de s'émanciper. Alors, qui était un moyen de s'émanciper. En tout cas, ce fut le rêve de Jules Ferry, l'école pour tous. Là encore, à travers l'histoire, ça n'a pas vraiment été le cas dans les territoires de l'Empire, puisqu'on avait besoin de cochers, on avait besoin de femmes de ménage, de valets. Et donc l'école, c'était souvent, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir y aller,
jusqu'au collège, pour ce qui est des appellations contemporaines. La particularité de l'école pour ces enfants, comment dire, c'est justement encore plus fort que ce qui touche à leur modalité relationnelle et la perception qu'ils ont du corps policier. C'est-à-dire qu'au contraire de la police, qu'ils pensent d'emblée raciste et dangereuse, l'école est un lieu où finalement la maîtresse d'école, le maître d'école a été vécu avec beaucoup de tendresse. Il le raconte, ceux que j'ai rencontrés moi, beaucoup de tendresse, d'affection, un peu comme si quelque chose de ces positions des enseignants bienveillants, comme s'ils étaient un peu des substituts parentaux dans le corps social. Beaucoup aimaient leurs enseignants, beaucoup ont trouvé de l'affection et ont eu envie d'apprendre. Mais souvent, ça s'arrête au collège. À partir du collège, il se passe quelque chose de très particulier et beaucoup d'entre eux, finalement, racontent des histoires d'amour déçus avec les enseignants. C'est très différent. Mais la police, c'est normal. Ils ne nous aiment pas. C'est ce qui se dit très. Ils ne nous aiment pas et on est en danger face à eux. Les enseignants, c'est vécu comme une trahison. Ils ont eu l'air de nous aimer, de nous donner quelque chose d'un savoir égalitaire pour le coup. Et puis en réalité, au moment de l'adolescence, ça tombe. Il y a comme une trahison avec une tendance qui serait une orientation beaucoup plus grande dans les quartiers populaires vers des formations courtes, pas d'études longues. Certains disaient, mais enfin, mon enseignante ne pouvait même pas me penser comme étant dans la capacité de rêver de devenir médecin. Il fallait que je devienne mécano, que je devienne... Voilà. L'un d'entre ceux que j'ai rencontrés est devenu psychologue. C'est assez intéressant. Il raconte, lui, comment les parents, justement, ayant tellement foi dans le savoir des enseignants au collège, ont juste dit, si les enseignants disent qu'il vaut mieux aller en CAP ou en BEP, ou etc., ils savent mieux. Et le truc, c'est que pour ce garçon, le grand frère qui avait subi ça déjà avant lui a décidé qu'il ne le laisserait pas faire pour son petit frère. Donc il s'est mobilisé, il est allé à l'école et il leur a dit, il n'en est pas question. Mon frère à moi, il fera des études. Et donc il a contré la décision, on l'a finalement validé. Et ce jeune homme me raconte comment, en seconde générale, il a pu effectivement réaliser le décalage entre le savoir des autres camarades, puisque dans sa commune, à Clichy-sous-Bois, il n'y avait pas de lycée. Donc il fallait aller dans la commune d'à côté pour aller au lycée général. Et donc il va dans ce lycée et il prend conscience, effectivement, d'un écart immense entre ce que lui a pu apprendre et ce que les autres savaient. Et donc il s'est inscrit en cours du soir pour tenter de rattraper le niveau. Et en une année, il a pu rattraper le niveau. Et quand moi je l'ai rencontré, il était en licence de psychologie. Aujourd'hui, il exerce, il est psychologue et il va très bien. Mais voilà ce par quoi ces enfants passent. Et si lui a réussi à s'échapper des injonctions, des orientations qui empêcheraient, si lui a eu un grand frère, et là ce n'est pas les parents, le grand frère pour dire stop aux parents et à l'école, à ce moment-là, il a pu envisager un autre avenir. D'ailleurs, il est parti travailler à l'étranger, ailleurs. Mais combien d'autres n'ont pas ce grand frère pour dire non à l'école, ou des parents qui peuvent dire non à l'école, ou soutenir, ou se battre pour que les écoles des banlieues périphériques soient autant achalandées que dans les autres communes. Parce qu'effectivement, on peut le constater, à l'école publique, on a, en Seine-Saint-Denis par exemple, les enseignants eux-mêmes se plaignent. Donc voilà, donc on a des belles figures, mais comme un sentiment de trahison, et donc du coup d'un avenir complètement flouté par cette école qui vend du rêve et qui trahit à un moment important du parcours dans ce temps de l'adolescence qui nécessairement fait flamber. Voilà. Beaucoup d'enfants se retrouvent sans scolarité. Ces dernières années, c'est particulièrement compliqué en plus. On a beaucoup parlé des effets Covid, de l'effet Covid.
certains enfants des quartiers populaires coincés dans leurs maisons, leurs appartements à l'étroit, sans balcon, sans jardin, sans piscine, sans espace pour s'aérer, confinés plus qu'à l'étroit dans des boîtes à sardines des cités HLM, ces gamins n'ont pas pu véritablement poursuivre leur scolarité parce qu'ils n'avaient pas le contexte qui s'y prêtait. Et après les confinements, ils ne sont jamais retournés à l'école. Beaucoup étaient mineurs. Comment c'est possible? L'école est supposée être obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc il y a des problèmes qui se cumulent les uns après les autres comme ça. Mais je dirais que paradoxalement, ces jeunes aiment leurs écoles, qu'ils aiment leurs enseignants, mais qu'ils se sentent trahis par l'école à un moment donné de leur trajectoire. Alors Malika, face à l'ampleur de ces révoltes, la réponse des syndicats de police ne s'est pas fait attendre. Elle est plutôt même vindicative. Tu as certainement vu passer ce communiqué des syndicats de police Alliance et UNSA qui ensemble se disent en guerre et en résistance face à ces hordes de sauvages et de nuisibles. Ces 2 dernières années, dans les médias, on a pu aussi entendre des politiques, des éditorialistes parler de ces jeunes comme étant des ensauvagés, des sauvageons. Emmanuel Macron aussi parle de décivilisation. Alors bien sûr, il ne le dit pas de manière explicite, mais il désigne les populations de ces quartiers populaires qui sont pris dans un cycle de la violence. Moi, j'aimerais comprendre quel est l'impact de ces mots sur la construction de ces adolescents qui sont des adultes en devenir. Alors oui, ça c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Les mots, c'est incroyablement puissant, en fait. Ça permet à un enfant à qui on dit des mots d'amour de se construire avec un amour de lui-même. Répéter inlassablement, et ce n'est pas seulement ces 2 dernières années, on a entendu des tas de paroles absolument abjectes des médias, des pouvoirs, de certaines personnalités publiques. Justement, en 2005, j'entendais quelqu'un qui disait sur les plateaux nationaux, qui disait oui, ces émeutiers sont des délinquants à la parentèle étrangère dont il faudrait débarrasser le pays. Ces mots viennent appuyer et insister sur le français d'origine étrangère, inclus à exclure en permanence, et produire quelque chose qui peut, pour certains, les plus vulnérables, s'apparenter à quelque chose de l'agonie, l'agonie psychique. C'est-à-dire qu'on a la santé mentale dans les quartiers populaires, elle est très élevée. La santé mentale est très attaquée. On voit bien que ça ne va pas. Et pourtant, on est aussi là dépeuplé en termes de nombre de lits pour adolescents. Le secteur hospitalier n'est pas fourni. Les psychiatres n'en peuvent plus. Il faudrait penser à permettre à ces enfants qui vont mal d'être au moins pris en charge lorsque c'est le cas. Il n'y a pas que les écoles, pas que la police. Voilà. Mais ces mots, si on répète à quelqu'un en permanence qu'il n'est rien, il finit par s'identifier à ce rien. Or, justement, ce mot nuisible, par exemple, franchement, nuisible. Les nuisibles, ce sont les parasites, ce sont ceux dont il faudrait se débarrasser, on le disait tout à l'heure. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est un terme qui est repris et qui a été repris. En 2005, il a été prononcé aussi. Et puis, c'est ainsi qu'on qualifiait les indépendantistes pendant la guerre d'Algérie aussi, entre autres jolis mots comme ça. Donc, si je suis un nuisible, qu'ai-je à perdre? Si je ne suis rien, qu'ai-je à perdre? Si je ne trouve pas de support d'identification positive dans la société, comment me construire autrement que dans ces injonctions à se vivre comme des nuisibles? Pour les plus vulnérables, je dirais qu'on peut finir par s'identifier aux stigmates. Pour d'autres, on va l'inverser. Mais en même temps, s'identifier aux stigmates, c'est tu es un voleur, tu es un délinquant, tu es un vilain, tu es un nuisible. Eh bien, très bien, je vais l'agir. Mais si j'avais peur avant, c'est surtout ça, le nœud qui amène à la violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces jeunes sont amenés à avoir peur toujours. Et puis, à un moment donné, comme à tuer la peur en soi pour faire que cette peur soit projetée sur l'extérieur. C'est ça
on peut voir ça. Les gens ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Ça fait peur de voir tout ça brûler, les magasins saccagés, etc. Mais c'est un petit peu comme si il y avait une nécessité d'expulser hors de soi la charge de la peur qui dure depuis des années face à la police que l'on craint. Parce qu'on craint de mourir, on ne craint pas seulement d'être verbalisé dans les quartiers populaires, on craint de mourir chez les jeunes gens. Et surtout, on ne trouve nulle part de modèle positif pour se dégager des injonctions à s'identifier à celui qui serait nuisible, voleur, délinquant, etc. Malika Naël a été tuée à Nanterre. Et pourtant, les révoltes prennent une ampleur nationale, et pas seulement dans les quartiers. C'est peut-être un fait nouveau par rapport à 2005. Là, on voit des émeutes, on va dire, avoir lieu dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Strasbourg, en Guyane et même en Belgique. Comment expliquer que d'autres villes s'embrasent jusqu'à Bruxelles ? Toujours la question de l'identification. Qui sont-ils ? Ces jeunes qui participent de ces mouvements, qui sont-ils ? C'est la question ontologique à se poser. Plutôt que d'ethniciser, d'essentialiser, se dire qui sont ceux qui agissent ces violences et qui portent en eux tout ce dont on a parlé jusque-là. À Bruxelles, il y a une très grande part de la population marocaine qui a connu une histoire tragique aussi et qui s'est retrouvée négociée sur un plan marchand quasiment pour la main-d'œuvre dont avait besoin Bruxelles. Il y a toujours une proximité très forte avec la Belgique, la France, la Guyane. Alors la Guyane, c'est quoi ? C'est un département, c'est ça ? C'est vaste, la France. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui renvoie à chaque individu qui participe de ces mouvements, quelque chose de sa propre réalité qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que tous ceux qui participent de ces colères sont des morts en sursis. Voilà. Ils anticipent une possible fin, comme celle de Naël. Voilà. Maintenant, il faudrait regarder qui sont-ils, vraiment, en Belgique, ici ou en Guyane. Bon. Alors, on accuse beaucoup les associations qui travaillent avec ces jeunes, ou bien certains politiques, notamment de gauche, de mettre de l'huile sur le feu par rapport à cette affaire qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'affaire Naël, mais on a quand même plutôt le sentiment que c'est à droite, même à l'extrême droite, qu'on met de l'huile sur le feu. Je ne sais pas si tu as vu passer cette cagnotte lancée par l'identitaire Jean Messia en soutien à la famille du policier qui a commis le crime. Près de 900 000 € ont été collectés. C'est quoi le message qu'on envoie un peu aux plus, policiers ? Je crois que ça a dépassé le million, là. Ça a dépassé le million. C'est quoi le message qu'on envoie aux policiers, aux jeunes de quartier ? C'est indécent, d'une part. Et puis, le parti pris de la majorité qui vient soutenir celui qui, la justice le dira, mais est apparemment un policier qui a quand même tué un enfant. J'ai pas de mots, en fait. C'est une façon de dire que continuer à abattre, à exécuter ces enfants, continuer avec ces crimes racistes, vous aurez tout notre soutien. C'est une façon de soutenir indirectement ces crimes ? En tout cas, c'est une façon de soutenir ce policier. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres vont s'autoriser après ça ? Tous les autres qui en auraient le désir, est-ce qu'ils vont pouvoir s'autoriser ? Parce que quand même... Moi, je dirais que ça me rend très, très triste, parce qu'au fond, on parle de ces questions pour tenter de faire comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre quand le parti pris est déjà là ? Qu'est-ce qu'on peut faire comprendre à qui ? À ceux qui sont déjà en pensée dans des tentatives de compréhension des phénomènes. Là, je crois qu'on arrive à un moment de radicalisation du monde, et notamment... de nos institutions, du coup. On va essayer de parler des solutions, Malika, pour
conclure cette émission. On a essayé de comprendre, et il faut comprendre justement pour pouvoir trouver les réponses les plus adaptées aux problèmes auxquels pas seulement cette jeunesse fait face, mais l'ensemble de la société, car cette jeunesse fait partie de cette société. Elle n'est pas seulement dans les quartiers, elle est en France. On va revenir encore aux révoltes de 2005, qui ont fait suite donc à la mort de Zaïd Bouna. On se souvient que Chirac avait convoqué les patrons des chaînes pour leur demander de refléter un peu mieux la diversité de la société française. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la question des révoltes et celle d'une meilleure représentativité dans les médias, et donc avec la question de l'identité, de la reconnaissance et de l'amour, quelque part? Oui, Chirac, le président Chirac a quand même trouvé une formule assez intéressante à un moment donné pour dire un mot justement à ces enfants de France qu'il savait déjà. Et c'est ça qui est triste en fait dans toutes ces histoires, c'est qu'au fond tout le monde sait, personne ne veut en savoir quelque chose, mais tout le monde sait. Hein, il a dit à ses enfants, vous êtes nos enfants. Hein. Je ne sais plus exactement son message, je l'avais inscrit dans l'ouvrage. C'est comme s'il savait qu'ils avaient besoin qu'on les reconnaisse. Alors, les reconnaître et en même temps fait appel effectivement à une véritable ouverture des possibilités, à la diversité, entre guillemets, diversité, ça c'est un mot compliqué aussi, de ceux qui ne ressemblent pas à ceux qu'on imagine être des Français, pour favoriser justement des supports d'identification positifs. Donc oui, les médias, les lieux publics, qu'ils puissent se reconnaître et ne pas se vivre en extériorité permanente. Ça, ce serait vraiment quelque chose à continuer, évidemment. Je disais, on est dans un moment de radicalité qui me semble compliqué. Est-ce que dans cette période, le monde politique peut se positionner comme ça? C'est compliqué, je ne sais pas. En tout cas, il a su le faire, lui. Lui, il a su le faire, mais ce n'était pas la même époque, politiquement, je pense. Et il a su le faire, oui, il a su le faire, absolument. Il y aurait quoi d'autre comme solution pour briser ce cycle de la violence? Tu le disais tout à l'heure, leur donner cette parole, pouvoir dire les choses, ça, pour aider à dépasser... Reconnaître l'autre comme un enfant d'ici, c'est la première chose. Hein. Tant qu'on les considérera comme des verrues sur la nation, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des êtres extérieurs, alors même qu'ils sont à l'intérieur. Hein, c'est ces enfants inclus à exclure en permanence. Déjà, les inclure véritablement, les inclure en les nommant. Ce sont des Français, ce ne sont pas des enfants français d'origine étrangère, ça suffit, ça? Combien de temps encore? Donc, ce sont des Français. Voilà. La France a plusieurs couleurs. C'est une réalité. Et c'est la France qui a donné naissance à ces enfants via son histoire collective. Donc, ce sont des Français, premièrement. Donc, des paroles symbolisantes. C'est-à-dire qu'on puisse ne plus les appeler les nuisibles, les délinquants, les terroristes, les jeunes, même, cette expression à l'extraordinaire. Ça renvoie le gamin en jogging et à capuche, dangereux. L'image même du jeune de banlieue comme ça n'est pas rien. Donc prononcer des mots qui ne les disqualifient pas, enfin, prononcer des mots quand on en parle qui ne les disqualifient pas, et ensuite, oui, ouvrir quelques portes, permettre à certaines intelligences de s'inscrire normalement dans la société sans que d'emblée soit placé un plafond de verre avec toutes les représentations liées à ce que l'autre pourrait être un problème. Ça fait déjà 3 choses importantes. Hein. Se défaire des paroles nuisibles, parce que c'est nuisible de qualifier l'autre de nuisible. Et les accueillir. Après, il y a des choses beaucoup plus objectives. Hein. Quand même, les réalités, c'est que les écoles ne sont pas pourvues comme il faudrait dans les quartiers populaires, que les remplacements ne sont pas
assurée. En Seine-Saint-Denis, il y avait des parents qui s'étaient organisés en délégation pour tenter de dénoncer ça. Leur gamin qui ne pouvait pas, si la maîtresse s'absentait, il n'y avait plus d'école, tout simplement. L'école, c'est un lieu qu'ils aiment, ces enfants. Qu'on leur donne la possibilité d'aimer longtemps l'école, qu'on leur donne l'envie. C'est Lazare qui dit ça. Lazare, c'est un monsieur magnifique qui fait du théâtre et qui disait donnez-leur envie d'avoir faim, donnez-leur le désir de. Hein, c'est ça. Comment redonner de la pulsion de vie, je dirais moi. Hein, comment redonner de l'espoir. Alors ça passe, oui, par la possibilité que l'école ne soit pas un lieu qui, de toute façon, les laissera sur le carreau à l'adolescence, mais bien un lieu qu'ils pourraient continuer d'aimer. C'est souvent l'enseignant ou l'enseignante qui donne envie, parce que c'est le rapport au savoir, c'est aussi affectif d'une certaine manière. Alors donnons-leur envie d'avoir envie, quoi. Merci beaucoup. Malika Mansouri, psychologue, psychanalyste, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone. Merci infiniment pour ces précieux éclairages. Merci de nous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pour tenter, bien évidemment, de sortir de cette crise que l'on traverse collectivement. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été, être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 € de dons. Déjà 50 000 € ont été récoltés. Merci infiniment. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous et restez connectés aux médias.